bienvenue sur cette nouvelle session de Meta Circle. Aujourd'hui, en présence de Capucine et de Mathieu de chez Meta qui vont pouvoir se présenter. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour discuter un petit peu bien de la vision, de l'état actuel du metaverse chez Meta, qui est toujours un sujet brûlant euh, un petit peu partout. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir vos inputs là-dessus. Des use cases business que vous pouvez découvrir chez vous et aussi avec soit vos partenaires ou à travers les différents écosystèmes dans lesquels vous êtes impliqués. Donc, vraiment, l'objet de cette discussion, c'est de revenir sur ces sujets-là. Comme expliqué, on va avoir environ une trentaine de minutes pour échanger et aussi à cela qu'on rajoutera le temps nécessaire pour un espace questions-réponses avec les participants qui sont là aujourd'hui en live. Donc, très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Capucine et Mathieu. Je vous laisse présenter, peut-être en commençant par toi, Capucine. Yes, donc Capucine, moi je suis responsable affaires publiques chez Meta et je m'occupe essentiellement de deux grandes thématiques, tout ce qui est lié à l'innovation, donc évidemment le métavers en fait partie, mais aussi un sujet qui n'a rien à voir, la protection de l'enfance, donc plutôt d'un point de vue réglementaire. Et Mathieu, Mathieu Delecourt, moi je suis, mon rôle officiel c'est Chief of Staff de Laurent Soli. Laurent Soli, c'est la personne qui gère l'Europe du Sud, donc la France, l'Italie, l'Espagne et Israël pour tout Meta, hein, donc toutes les plateformes et tous les différents sujets. Donc je suis son bras droit et en parallèle de ça, j'ai une bonne overview et on va dire, je dirige un petit peu les efforts qui sont faits en France sur tous les sujets qui touchent au Metaverse pour s'assurer, comme vous allez le voir dans les quelques slides qui suivent, que tout le monde reste au courant parce que, comme toute grande entreprise, on a aussi beaucoup de gens qui touchent à ce sujet avec parfois des visions un peu en silo et donc c'est important de garder un peu une overview sur les différentes parties prenantes qui touchent à ce sujet, mais on en parlera un petit peu plus en détail. Super, merci beaucoup. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Je vais présenter les slides et puis je laisserai, si je crois, c'est Capucine, hein, commencer par Yes. qui guidera la discussion. Et puis, donc, n'hésitez pas hein, euh, pour m'orienter sur le déroulé. Hop, alors, Peut-être, Capucine, avant que tu commences, peut-être juste dire un mot. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes connectées avec ou sans caméra. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, dans la liste, Benjamin, des gens de MetaCircle, il y en a qu'on connaît bien. Il y a des gens, là, en tout cas dans les noms, que moi, je ne connais pas forcément. On a regardé un petit peu les profils, donc n'hésitez pas à intervenir. Nous, on veut plutôt que ce soit un échange avec un peu de formel sur les slides qu'on va vous présenter, mais aussi un peu d'informel sur nous, notre vision et ce qu'on observe, d'avoir la chance de parler avec les différentes personnes. Et peut-être juste un mot en intro avant de rentrer dans le détail du Metaverse, juste remettre les quelques priorités strates de la boîte et bien comprendre où se situe le Metaverse, notamment avec tous les sujets, tout ce qu'on a pu entendre récemment sur la tech et sur Meta en parallèle. Nous, c'est assez simple. Il y a trois grandes priorités dans la boîte. Il y a l'intelligence artificielle, qui est une priorité depuis 10 ans, absolument pas depuis qu'on entend parler de ça depuis 2 mois, un peu tous les jours, mais ça fait 10 ans qu'on est une des boîtes en avance sur ce sujet-là, parce que finalement, en tout cas, la partie de notre core business qui est de développer, enfin de délivrer les meilleurs ads aux meilleures personnes, aux meilleurs endroits, au bon moment, elle est powered aujourd'hui par de l'AI depuis 10 ans. Donc, en fait, nous, déjà, ça reste notre priorité. Je vous donne juste un ordre d'idée. L'année dernière, on a investi 32 milliards juste pour commencer ou continuer à changer notre infrastructure qui va permettre d'avoir de l'AI encore plus pertinente sur la partie ad. Donc ça, c'est notre priorité, c'est la priorité numéro 1 de la boîte qui fait que les gens qui utilisent nos plateformes dans le business ont un bon ROI. La deuxième priorité de la boîte, c'est tout ce qui va être autour du business messaging. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans les pays émergents, beaucoup plus avancées que ce que nous, on a aujourd'hui en Europe sur le business messaging. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année. Donc, il y a beaucoup d'annonces qui vont être faites sur WhatsApp dans les 6, 10, 12, 18 mois. Et la troisième, et ça reste le metaverse, mais on est sur une priorité qui est plus moyen long terme, même s'il y a beaucoup de choses qui ont fait. Je pense qu'on a
peut-être pâti un petit peu d'avoir beaucoup parlé de ce sujet-là et peut-être d'avoir en tout cas créé parfois des fausses expectations sur ce sujet-là. On n'a jamais dit que le 1er janvier 2023, il y aurait un metaverse qui serait prêt et que tout le monde irait à la Ready Player One dans un metaverse. C'est jamais ce qu'on a en tout cas nous dit. On a dit qu'on allait construire le metaverse. Et aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est de vous présenter un peu où on en est et puis de discuter un peu des différents sujets qui émanent du metaverse. Voilà. Capu, je te laisse la main. Oui, exactement. Tu as déjà dit deux, trois éléments intéressants sur lesquels je vais rebondir. On peut déjà passer à la slide suivante et sans rentrer trop dans le détail de la vision et notamment de la définition, parce que je pense que vous êtes tous très connaisseurs autour de la table et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et juste de redire qu'en effet, ça fait qu'un an et demi au final qu'on a pris ce tournant stratégique. Donc, on considère que le métaverse, c'est quand même le prochain grand chapitre d'Internet. Mais comme le dit Mathieu, l'entreprise est très claire sur un point, c'est que le métaverse, c'est pas demain. C'est une vision qui est plutôt d'ici à 5-10 ans. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que déjà, depuis un an et demi, c'est passé énormément de choses, que le métavers s'est déjà beaucoup développé au final. Quand on regarde déjà d'un point de vue industrie, ou en tout cas écosystème, je pense qu'il y a de nombreuses études qui ont été sorties. Ça, c'est une étude parmi tant d'autres, mais quelques chiffres que je trouve intéressants de remettre. C'est l'étude du cabinet Analysis Group qui disait qu'en 2030, entre guillemets, au niveau mondial, le métaverse permettrait de générer 3 000 milliards de dollars. Et si on s'intéresse un petit peu plus à l'Europe, et dans ce chiffre de 440 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Donc ça remet un peu l'église au centre du village. Ça montre que, un, le métavers est concret et que, deux, il a des projections économiques très fortes et très positives. Ensuite, au niveau de l'industrie, Mathieu l'a beaucoup dit aussi, mais il y a eu un engouement médiatique qui a été extrêmement fort, de nombreuses marques qui se sont lancées sur le sujet. On pourrait en citer quelques-unes comme Adidas, Gucci, Ralph Lauren. Enfin, je pense qu'il y a plein de marques qui ont fait pas mal de choses, mais surtout, je crois qu'à un moment, il n'y a pas une journée qui passait sans qu'il y ait une annonce, une collab, un partenariat, une marque qui se lance dans le métavers. Donc ça a vraiment créé et alimenté l'engouement autour du métavers. Ça, c'est plutôt du côté écosystème et je pense qu'on en parlera parce que vous êtes aussi l'écosystème et en France particulièrement, on a la chance en fait d'avoir les talents et un écosystème très développé et j'y reviendrai. Au niveau de chez Meta, en un an et demi, il s'est quand même passé aussi beaucoup de choses, comme toujours. D'abord, des avancées technologiques. Je pense que vous l'avez vu, on a lancé notre dernier casque de réalité virtuelle qui s'appelle le Meta Quest Pro, qui est vraiment un game changer en termes de qualité, en termes d'ergonomie, mais aussi parce qu'il permet de la réalité mixte. Ça, c'est la partie technologique. Après, d'un point de vue partenariat stratégique, au niveau mondial, on s'est associé à un Microsoft, à un Accenture, mais aussi à des NBC Universal, à des Unreal, Unity et tant d'autres acteurs, et en France également, et ça, je vais y revenir juste après. Et enfin, d'un point de vue démocratisation, alors oui, on a beaucoup pris la parole dans des événements de ce type, dans les médias, mais aussi en termes de démocratisation de nos propres écosystèmes, donc l'écosystème Horizon. À l'époque, c'était disponible uniquement dans les casques de réalité virtuelle. Depuis quelques mois, c'est disponible sur desktop et sur mobile. Ça paraît anodin, mais ça a vraiment été un boost aussi pour la démocratisation et pour l'accessibilité à ces univers. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, si on passe à la prochaine slide, peut-être parce qu'on en cercle un peu plus fermé aussi, vous dire comment en fait ça fonctionne chez Meta et qui travaille un peu sur le métavers. Évidemment, le métavers, c'est notre vision, notre priorité, c'est un peu le fil rouge du travail de beaucoup d'équipes. Mais je pense qu'il y a 7 équipes particulièrement chez Meta, alors au niveau monde, mais aussi évidemment, c'est retranscrit au niveau français, qui travaillent sur ces sujets. D'abord, il y a mon équipe, l'équipe Affaires publiques. Nous, c'est vraiment dans notre top 3 des priorités. On a beaucoup d'initiatives dans ce sens, des initiatives académiques, des initiatives partenariales, et ça, j'y reviendrai, des initiatives sur le terrain aussi pour former sur ces sujets. Ça, c'est l'équipe Affaires publiques. L'équipe B2B qui, elle, va faire de l'éducation auprès des entreprises et aussi des partenariats sur la partie casque de réalité virtuelle. L'équipe Web3, alors malheureusement, mon petit update, et ça ne vous a pas échappé, je pense, mais on a dépriorisé pour le moment ces sujets et avons arrêté les NFT sur Instagram. Peut-être que Mathieu y reviendra tout à l'heure. L'équipe FAIR, donc c'est notre équipe d'intelligence artificielle et de nos chercheurs. Alors, comme le disait Mathieu, avec une très grande priorité sur Generative AI et sur AI, en fait, depuis toujours, mais aussi sur le métaverse, et notamment à Paris, puisqu'on a notre lab
le plus grand lab d'intelligence artificielle en Europe pour Meta, qui est basé au sein de nos locaux, avec une centaine de chercheurs qui travaillent sur plutôt de la recherche fondamentale, donc de la recherche long terme, sur beaucoup de sujets. Ensuite, les équipes MJ, donc les équipes commerciales, qui, elles, vont éduquer les clients autour de notre vision, mais aussi construire des use cases avec eux. Et enfin, les équipes écosystèmes et avatar, donc c'est assez self-explained ici, voilà, qui travaillent sur ces sujets. Donc, vous le voyez, beaucoup d'équipes autour de ces sujets. Et si on passe à la prochaine slide pour faire un petit focus France, deux grandes initiatives. Ce qui est important de savoir dans ces initiatives, c'est que la France a été choisie pour être un pilote dans le monde pour Meta, pour lancer ces deux initiatives. Et ça, je trouve que c'est un signe extrêmement positif, d'abord pour nous, mais aussi pour l'écosystème, parce que ça montre qu'en fait, il y a une telle présence, une telle force de l'écosystème que le choix de la France a été évident quand on s'est dit comment on peut former au métier du métavers et en gros, comment on peut aussi soutenir l'écosystème de start-up. Première initiative, l'Académie du métavers qu'on a lancée il y a 1 an en partenariat avec Simplon. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment d'aller former les Français à 2 métiers émergents du métavers, le métier de technicien de réalité mixte et le métier de développeur de réalité mixte. Donc ça, c'est 2 métiers qui ont été identifiés, alors pas au doigt levé, mais parce que c'était issu de nombreuses conversations avec des entreprises, avec des associations comme MetaCircle ou d'autres encore dans l'écosystème, mais aussi parce qu'en fait, tout simplement sur Pôle emploi, il y a 1 an et quelques maintenant, quand on s'est connecté, qu'on a regardé des offres d'emploi liées au métavers, il y a 2 offres d'emploi qui revenaient beaucoup, et ben c'était ces 2 métiers. Je crois qu'à l'époque, pour la petite anecdote, il y avait 167 offres d'emploi. On s'est dit, OK, c'est ce qui est le plus recherché. Et c'est comme ça qu'on a un peu dirigé les piliers de ces programmes. C'est un programme qui est en personne, qui est dans 5 grandes villes françaises. Alors, Paris, donc Montreuil plutôt, et Aulnay-sous-Bois, Nice, Lyon et Marseille, en tout cas pour la première année. Et aujourd'hui, la façon dont fonctionne le programme, c'est qu'on forme des gens, mais pas seulement. On leur donne aussi des jobs, enfin, on n'en donne pas, on en crée grâce à des partenariats avec des entreprises qui acceptent de prendre certains apprenants en alternance à l'issue du programme. Donc ça, c'est la première initiative. Et la seconde initiative, c'est un partenariat avec L'Oréal en France, mais aussi avec l'incubateur HEC. Et là, l'idée, c'est d'avoir co-créé en fait un programme d'accélération de start-up qui est dédié à la créativité dans le métavers. Et l'objectif, c'est de soutenir 5 start-up qui déjà œuvraient sur ces sujets, en les accompagnant de plusieurs manières. D'abord, en leur donnant des bureaux à Station F. On a un espace méta avec à peu près 80 bureaux à date. Donc, cet espace-là, c'est pour eux, mais aussi du mentorat de la part des équipes de Meta. Donc, je le disais, les équipes faire, les équipes commerciales, les équipes affaires publiques, etc., mais aussi de la part de L'Oréal. Et L'Oréal va même un petit peu plus loin que ça, puisqu'ils ont aussi pu proposer des axes de collaboration, en tout cas des collaborations avec certaines des startups. Et enfin, l'incubateur HEC qui, lui, met à disposition un réseau de 700 experts pour accompagner sur à peu près tous les sujets pour que les startups puissent développer leur activité. Donc ça, c'est un programme qui a démarré en janvier, puis fini en juin, donc c'est 6 mois d'accélération. Et donc voilà, ça c'est un programme dont on est très fiers aussi, puisque ça permet vraiment de venir en soutien à cet écosystème, encore une fois en France, qui est particulièrement développé. Et si on passe à la prochaine slide, je crois que Mathieu, c'est là où tu reprends. Merci, Capucine. Et tu es sur mute. Pardon. Je reprends la main ici. En fait, en préparant un peu la présentation, on s'est dit avec Capucine que voilà, j'allais partager un point de vue. Il y a quelques slides formels derrière, mais c'était surtout dire, vu que vous êtes, vous, aujourd'hui dans le Metaverse, et je pense que la majeure partie des gens de MetaCircle sont des gens qui y croient et qui construisent le Metaverse, donc je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas chez nous, on voit deux grandes tendances émerger. Et comme l'a dit Capucine, moi, mon rôle dans tout ça, c'est d'être assez proche de l'écosystème. Donc, je pense qu'il y a quasiment, une très grosse partie des players de l'écosystème français que je connais relativement bien. Et donc, ça permet d'avoir des discussions. Et donc, ça, c'est un peu aussi ce qui émerge de ces discussions-là. Et donc, c'est, on va dire, aussi un peu plus un point de vue que la vision exacte de Meta. Je pense que c'est important de le souligner.
D'abord, sur le côté B2B, en fait, nous, ce qu'on voit énormément, c'est les cas d'usage B2B. Aujourd'hui, ce qui fonctionne et là où on a, nous, de l'attraction, c'est le B2B. Parce que c'est là aussi, on a fait un shift un peu plus dans les casques qu'on a créé. Donc, le MetaQuest Pro, il est au départ quand même plutôt avec un usage B2B, ne serait-ce que le prix d'entrée est encore assez élevé. Et en fait, aujourd'hui, on voit vraiment des premiers cas d'application concrets et beaucoup de startups qui se sont créées et qui commencent à gagner de l'argent autour de ces problématiques du B2B. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours la keynote de NVIDIA. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir et de regarder les 30 dernières minutes qui sont vraiment sur ce que fait NVIDIA avec son Omniverse dans le B2B. Mais enfin, pour moi, c'est le meilleur exemple de ce qui aujourd'hui fonctionne. Il donne un exemple notamment, par exemple, de la future usine de BMW qui va être construite dans 2 ans pour les véhicules électriques. Voilà, elle est complètement modélisée dans ce que est leur Omniverse. Mais en fait, c'est là où la définition du métaverse, que c'est un métaverse ou pas, on peut à la limite toujours en débattre, mais en tout cas, ça montre le côté utilitaire de ce que pourrait être un métaverse, qui est métaverse B2B, et donc on voit des vrais cas d'usage. Aujourd'hui, on voit que en tout cas les grandes entreprises avec qui on travaille, et on parlera un peu du B2C après, mais dans le B2B, là, elles voient vraiment un vrai cas d'usage, et donc on fait des événements ici qui se multiplient avec une population qui est plutôt finalement des HR, voire des gens de learning and development, justement pour toutes ces problématiques. Si tu peux passer peut-être, et après je reviendrai sur cette slide, les cas d'usage. Bon, là, j'en ai cité 3, mais on pourrait en voir des centaines. Et donc, n'hésitez pas d'ailleurs, Benjamin, derrière, s'il y a des gens qui veulent me contacter pour avoir les équipes qui gèrent vraiment ces problématiques B2B, donc qui font l'éducation sur ces sujets-là. En fait, il y a 5 grands piliers aujourd'hui qui émergent, c'est le recrutement, la formation et le training. Et après, on en verra 2 autres un peu plus sur la partie événementielle et on va dire productivité. Mais sur ces sujets-là, aujourd'hui, il y a des cas d'usage concrets. Donc là, on voit, ça, je sais pas, c'est dans les quelques dernières semaines, les différentes marques qui ont travaillé avec nous. Alors, pas que, évidemment, en France, mais c'est quelques exemples même au niveau monde. Et là, il y a des chiffres qui commencent à émerger et donc forcément qui font réfléchir les gens qui travaillent sur ces sujets-là. La formation, on entend que c'est entre 4 et 7 fois plus efficace quand on le fait dans une forme de formation immergée, donc évidemment avec un casque. On voit énormément de cas d'usage sur la santé, on y reviendra un peu plus tard, mais la santé, que ce soit voilà, la formation des futurs chirurgiens, peut-être demain des opérations purement à distance. Et là, on voit vraiment des cas d'usage. En fait, ces cas d'usage-là, quand moi, on me demande, et je pense qu'on pourra en parler sur notamment ce qu'on peut parfois voir dans la presse. On a vu le metaverse n'a jamais eu lieu, n'existe pas. En fait, c'est absolument faux puisque ces cas d'usage-là, pour moi, c'est du metaverse. Et ces cas d'usage-là, aujourd'hui, ils permettent de sauver des vies ou de faire des économies, comme on peut le voir notamment sur des sujets de maintenance. On voit beaucoup de cas d'usage aussi en maintenance où des grands groupes commencent à faire des jumeaux numériques. Et qui dit jumeaux numériques dit de pouvoir modéliser des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, des crashs d'avions, des formations. Alors là, la vidéo elle se lance pas, mais des formations sur des gens qui voilà sur du là je crois que c'est des gens qui tombent d'échafaudage. Et en fait tous ces sujets là ils permettent finalement de gagner de l'argent. Et donc vu qu'on va finir soit gagner de l'argent, soit faire des produits plus efficaces, soit former mieux les personnes, et ben donc on voit des cas d'usage se multiplier. On avait il y a quelques jours chez nous c'est un grand événement. Il y avait à peu près 200 personnes et une trentaine de startups qui, pour la plupart, par exemple, c'est des gens que moi je connais pas, que je connaissais pas, et qui vraiment se focus sur des cas d'usage très précis dans des cases de réalité virtuelle. Si on passe peut-être sur la slide suivante, ouais, suivante, et après je reviendrai un peu sur le côté B2C, mais on va rester un peu dans le B2B. Voilà, comme je disais aujourd'hui, en fait, sur le côté B2B, et je pense qu'il n'y aura rien de nouveau, mais nous, c'est vraiment aujourd'hui la problématique, enfin, les sujets qu'on pousse, c'est les 4 grands piliers aujourd'hui qu'on voit émerger. C'est évidemment le côté culture, événement, et donner accès à des gens, par exemple, sur la culture. Là, il y a une vidéo après, on ne va pas la mettre, mais il y a des musées qui sont en train de totalement se digitaliser avec un jumeau numérique. Voilà, ça permettra de donner aussi accès à des étudiants ou à des gens qui n'ont pas accès à ces choses-là. Et donc là, on voit des cas d'usage concrets et utiles. Comme je l'ai dit, la formation et l'éducation, là, on est en plein dedans et on voit que toutes les entreprises s'y intéressent. Et nous, on fait pas mal de choses aussi dans ce domaine-là. Et évidemment, les casques
Si on parle du B2B 2 secondes, je sais qu'aujourd'hui, il y a une limitation sur le B2B, parfois liée au fait que c'est compliqué de setup des casques de réalité virtuelle et d'en setup beaucoup en même temps. Dans quelques semaines/mois, sort chez nous aussi la plateforme qui va permettre de faire du multi-management et d'équiper tous les casques en même temps. Donc, il y a évidemment des boîtes qui ont créé des moyens de hacker ça et qui aujourd'hui le proposent, mais ça va être en natif chez nous. Et donc là, on va avoir aussi la possibilité d'équiper plus de personnes. Et aujourd'hui, le setup, on sait qu'il est encore difficile. Les sessions de training, elles sont faites sur un nombre, on va dire, restreint de personnes. C'est compliqué de former 100 personnes en même temps dans le Metaverse ou de faire un événement même pro avec 100 personnes dans un casque parce que le casque coûte cher et parce que le setup technique, il est compliqué. Même chez nous, on l'a fait de mettre beaucoup de comex dans des casques. C'est presque il faut presque une personne pour manager une personne qui va se mettre dans un casque si on veut que l'expérience elle soit facile, surtout pour des gens qui très souvent parlent du Metaverse sans forcément avoir essayé en tout cas une expérience de réalité virtuelle, parce que pour une fois, parce que voilà, même si ce n'est qu'une part du Metaverse, c'est important de le dire. Évidemment, il y a des sujets de productivité, donc là, on l'a dit notamment sur le prototypage ou la modélisation en 3D, et ça, entre guillemets, on n'a pas attendu le mot Metaverse pour que des entreprises s'y intéressent, mais là, on voit des choses émerger et à chaque fois qu'on rencontre des gens dans ce domaine-là, ils nous disent, bah oui, parce que j'ai modélisé ce produit ou ça, j'ai pu convertir plus de sales. Et donc, voilà, il y a un côté utilitaire, notamment pour les gens qui ont besoin de faire des démos. On peut voir le côté utile. Et après, comme je disais, il y a le côté health et social qui émerge, notamment sur la santé, parce que là, il y a plein de cas d'usage pré, post-traumatiques et évidemment des cas d'usage de formation. Aujourd'hui, il y a une grosse partie de la formation des chirurgiens qui est fait sur des entre guillemets, pas sur des cadavres, mais voilà, sur des choses qui sont, si on veut avoir un peu de réel. Demain, on pourra faire ça et on peut faire ça aujourd'hui avec des casques et donc ça permet de régler pas mal de problèmes. Et peut-être si tu passes une ou deux slides, je vais te dire. Alors, pas celle-là. Celle-là, c'était une modélisation d'un musée, mais je pense que vous avez déjà vu. Voilà. Celle-là, si on la regarde 2 secondes, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'aujourd'hui, dans la vision B2B de l'entreprise, et c'est le sens notamment des casques qui vont sortir à la fin de l'année, on peut voir que le côté mixed reality est quelque chose qui est devenu et qui va devenir encore plus prioritaire pour nous. Donc là, on le voit à travers 3 exemples qui sont des pompiers qui ont, parce qu'ils ont des lunettes, permettent d'avoir des infos en temps réel. On le voit avec, on l'a dit, la chirurgie, on le voit avec une forme d'éducation d'enfants. Mais je pense que ça, c'est important de le dire chez nous. Aujourd'hui, il y a un gros pivot, comme on l'a dit, B2B, et un gros pivot sur la réalité mixte et sur tous les bienfaits que pourront amener la réalité mixte, vraiment avec une application B2B. Donc, on fait beaucoup de choses sur ça. Aujourd'hui, on est en train de financer des entreprises à développer des applications de réalité mixte pour les futurs casques qui vont sortir à la fin de l'année, dans le fitness, mais aussi dans plein d'applications où on peut assez aisément se dire bah, demain, il y a quand même beaucoup de métiers qui pourraient bénéficier d'avoir des informations en temps réel via, alors là, c'est une lunette, c'est peut-être un peu, mais bon, ça donne une idée, entre guillemets, d'avoir des informations augmentées pour réaliser des tâches dans un monde B2B. Donc voilà, aujourd'hui, pour nous, la boîte, elle a quand même un très gros focus sur le B2B. Si tu reviens peut-être sur la slide B2C, enfin la slide où il y avait B2B, B2C, Benjamin, je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, une partie de l'audience est peut-être plus focus sur des expériences qui ont été B2C. Et c'est d'ailleurs ce qu'on connaît un peu, et c'est d'ailleurs les noms qui ont un peu fait les titres dans la presse. Mais si on revient sur la partie B2C, aujourd'hui, moi, j'ai eu l'occasion de parler à des dizaines de Chief Innovation Officers de tous les plus grands groupes, notamment parce que, comme disait Capucine, dans la partie des affaires publiques, on a créé une alliance dans laquelle on a mis une quinzaine de grands groupes, de grands Chief Innovation Officers des plus grands groupes, Accor, LVMH, L'Oréal, donc des gens qui sont à la pointe sur ces sujets-là. Et donc, on a l'occasion et la chance d'avoir des discussions avec ces gens-là, tout comme avec certaines startups qui sont dans MetaCircle. Et donc, ça permet d'avoir quand même, et je pense que c'est un constat qui va être partagé, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu, pour moi, on a un peu deux choses qu'on voit émerger. D'abord, on voit que bon, le côté PR du Metaverse, il est derrière. Et honnêtement, je pense que tous les gens seront d'accord pour dire que c'est très bien.
Il y a en plus l'AI derrière ou l'IA derrière qui a pris le dessus en ce moment en tout cas sur la partie médiatique. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Ça permet de voir qui construit des expériences qui vont être utiles. Parce qu'une fois de plus, comme l'a dit Capucine, la vision de l'entreprise, c'est à 5-10 ans. Et puis, si ce n'est pas utile, personne n'ira dans aucun metaverse, B2B, B2C. À la fin, les gens, on va forcer personne à aller dans aucun metaverse. Donc, je pense que c'est bien d'avoir cette période un peu plus calme où les gens ont le temps de construire et d'avoir des utilités derrière des effets d'annonce purement com. Ce qu'on voit aujourd'hui émerger, c'est deux choses. Je pense qu'il y a une première partie, c'est évidemment que le coût pour créer un metaverse B2C. Donc maintenant, je passais en B2C ou B2B2C, si on peut dire, on peut parler comme ça. Je pense qu'il y a d'abord le coût, évidemment, le coût en train de drastiquement diminuer parce qu'il y a une partie qui est en train de se standardiser, parce que beaucoup d'entreprises, il y en a peut-être d'ailleurs qui sont dans MetaCircle, commencent à proposer des expériences où il y a au moins un premier template assez simple, assez court qu'on peut utiliser, qui n'est peut-être pas customisable à l'infini, mais qui permet d'avoir une entrée dans une expérience Metaverse qui, quand ça a commencé à faire parler d'elle, coûtait peut-être dizaines, centaines de milliers d'euros. Maintenant, pour quelques milliers d'euros, on peut utiliser des plateformes qui proposent des expériences assez qualitatives. Et donc ça, c'est bien, et je pense que le coût va continuer à diminuer. Et puis après, il y a la deuxième grande question fondamentale quand on parle du B2B ou B2B2C, c'est en fait à quoi sert l'expérience, quoi. Et je pense que là, il y a eu un peu de naïveté de penser qu'il y allait avoir du metaverse B2C où tout le monde allait aller dans un metaverse demain, comme on a pu voir avec un concert de Travis Scott ou avec quelques expériences comme ça, mais qui ont fait beaucoup de bruit. Mais en fait, derrière, je ne sais pas, mais a priori, on ne va pas tous les jours, le soir, se mettre dans un metaverse X ou Y, autre que les purs metaverse pour moi de gaming. Et aujourd'hui, en fait, en 2022, il y a des chiffres qui sont sortis qui disent que 85% du metaverse B2C, c'est du gaming, en fait. Évidemment, c'est du Fortnite et c'est plein d'expériences du sandbox, mais qui sont aujourd'hui, en tout cas pour moi, et là on peut en discuter, c'est mon point de vue personnel, mais qui sont des expériences avec une très forte, en tout cas un angle d'entrée gaming ou pour attirer une population de gamers. Sur ça, en fait, ce qui est en train de se passer, on le voit avec les entreprises qui font partie, nous, de l'Alliance, c'est que on voit plutôt des petits cas d'usage, mais avec une vraie utilité. Et je sais qu'il y a Ben Builder, je crois, qui est dans le MetaCircle, et donc on voit qu'ils ont fait une expérience avec Carrefour sur les abeilles. Voilà, c'est une expérience où les chiffres qu'on a pu voir, je crois qu'ils ont gagné un prix il y a quelques jours, ils ont fédéré une communauté de 3000 personnes qui ont permis de lever 250 ou 280 000 euros, qui permet à ce que les gens qui avaient acheté des NFT reçoivent une partie de la production des apiculteurs ou des gens qui produisaient chez eux. Donc voilà, donc on voit que c'est plutôt des petites communautés qui ont du sens, qui se sont constituées quand ce n'est pas des communautés pour moi de gamers. Et donc ça, pour moi, c'est le sens aujourd'hui des choses, c'est-à-dire de vraiment réfléchir à en fait, qu'est-ce que je propose et quelle va être l'expérience que je vais faire quand je vais accompagner des grands clients. Et peut-être pour donner quelques mots en conclusion sur les quelques questions, en tout cas, que nous, on se pose évidemment aujourd'hui. Derrière, évidemment, l'expérience B2B qui, comme je l'ai dit, reste la priorité, c'est, on l'a dit, aujourd'hui, on est très gaming. Je crois que 85% des 5, de ce qui a été généré par le Metaverse en 2022, c'est du gaming. Évidemment, la promesse des 5 trillions ou 3 trillions, on peut prendre les chiffres, ce qu'on veut, mais c'est qu'en 2030, le gaming sera juste devenu une petite partie. Et je pense que c'est là la promesse, en tout cas, de l'économique derrière le Metaverse. Aujourd'hui, on a cette vraie question du coût du headset. Le nôtre était à 1800, je crois qu'il est en train de diminuer. Il y a Apple qui va sortir le sien, il y a d'autres concurrents. Mais ça reste quand même un produit assez cher. Donc, pour la partie pure VR, qui n'est qu'une partie du metaverse, aujourd'hui, on a quand même un coût d'entrée qui est encore trop élevé pour parler de mass market. Mais bon, on y viendra. Parce qu'on sait que c'est comme les technologies. Voilà, chaque année, les cases vont être plus puissants, plus petits, plus légers, plus efficaces. Et il y a un moment où il y aura un produit d'appel qui sera vraiment mass market. En attendant, c'est pour ça que le B2B risque de d'abord être là, parce qu'il y a moins ce côté coût à l'entrée. Il y a une question fondamentale, je pense, sur l'interopérabilité.
c'est un des grands sujets. Je sais aussi de MetaCircle et nous, on fait beaucoup de choses. On œuvre dans tous les standards pour en tout cas, participer à ces sujets-là. Aujourd'hui, l'interopérabilité, elle est probablement, entre guillemets, voulue de tout le monde, notamment des gens qui font partie du Metaverse. Mais la réalité, c'est qu'elle est, entre guillemets, aujourd'hui, pas du tout là. Et pas, je ne sais pas comment vous percevez les choses et je suis curieux d'avoir votre vision. Mais la vérité, c'est que c'est très faible. Il y a quelques cas d'usage ou parce qu'on a acheté, je ne sais pas, cette chose-là, on peut la mettre dans tel Metaverse, mais c'est encore ultra rare. Et en fait, la promesse d'humain d'avoir un avatar qui se baladerait entre différents mondes, B2B, B2C, dans lequel on peut avoir et sa chaussure Louis Vuitton et sa casquette de Gucci, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a beaucoup d'implications derrière, ne serait-ce que pour les marques elles-mêmes, qui sont finalement parfois un petit peu frileuses de aussi se retrouver à avoir, même si aujourd'hui on peut rentrer dans un magasin LVMH avec une casquette Gucci, donc on pourra faire un parallèle qui est dans le monde réel déjà faisable, mais c'est plus compliqué de le construire comme ça dans le Metaverse et je pense que ça pose pas mal de questions. Et enfin, c'est un peu une dernière réflexion, c'est qu'entre du pur metaverse qui sera web ou VR, l'expérience en magasin qui est ultra importante pour les grandes marques et notamment les grandes marques du luxe qui aujourd'hui tirent quand même les expériences metaverse. Toutes les expériences metaverse qu'on peut voir quasiment viennent du retail et des marques de luxe comme LVMH qui sont très actifs ou L'Oréal pour construire des expériences dedans. Et qu'on a une chance, c'est qu'elles sont françaises. Donc, on voit, entre guillemets, les expériences metaverse émerger de la France. Et en ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a peut-être un monde un peu intermédiaire qui émergera ou qui est en train d'émerger avec des expériences un peu comme, par exemple, a fait Lacoste, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on fait du story world, on a appelé ça comme ça, mais c'est de se dire comment je peux raconter aussi pour une grande marque mon expérience via un metaverse, mais qui n'est pas forcément un metaverse au sens de j'ai une personne, un avatar, parce qu'aujourd'hui, moi, si je mets ma mère dans un metaverse, au bout de 2 secondes, elle finit contre un mur et après, elle n'arrive plus à naviguer. Et donc, il y a peut-être des expériences de metaverse un peu plus guidées, un peu plus sur des rails qui permettraient d'expliquer ou d'avoir une sorte de site internet immersif. Et là, on pourra pareil discuter, est-ce que c'est vraiment un metaverse ou c'est juste un site internet bien mieux pensé, mais je pense qu'il y a un monde entre le pur VR et pur VR metaverse où on va se balader et choper dans le monde du futur pour une marque et peut-être juste de rendre des sites internet beaucoup plus immersifs. J'ai bien aimé, par exemple, si vous l'avez vu, là, ce qu'a fait Journée, que vous devez connaître, avec Clinique, qui est une marque de cosmétiques, où en fait, directement dans une story, alors je ne vends pas Instagram là, mais c'est le cas d'usage, il est sur Instagram, où en fait, on peut aller directement via une story ou un post Instagram, on clique, on est emmené dans ce petit monde immersif. Alors là, il y a un avatar, mais ça raconte assez vite l'histoire, c'est assez simple et on peut cliquer, acheter. Donc, en fait, il crée des jonctions entre le pur metaverse peut-être de demain et un monde un peu plus réel aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il y a des cas d'usage que là, on voit émerger et qui intéressent évidemment les CMO que, en tout cas, nos sales rencontrent au quotidien. Voilà, donc je pense que pour conclure, et on peut ouvrir un peu la discussion, on a, nous, des cas B2B très peu connus du grand public, mais qui sont en train d'émerger et qui sont en train d'émerger très fort sur le côté VR et XR. Et on a évidemment eu un ralentissement de ce pop-up metaverse pur B2C. Je suis une grande marque, je veux construire un metaverse du futur et qui est en train plutôt de s'orienter sur des cas d'usage utiles, entre guillemets, pour l'utilisateur et qui est mécaniquement un peu en train de se rapprocher aussi de ce que les gens savent faire et utiliser aujourd'hui. Et je pense que ça va prendre encore quelques années parce qu'en plus, la techno n'est pas complètement prête pour que ça se démocratise. Et peut-être une dernière conclusion sur l'AR. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'expériences de réalité augmentée qui, pour nous, sont un peu un pont vers le metaverse de demain. Et là, effectivement, c'est très concret puisque tout le monde aujourd'hui sait utiliser un smartphone et un filtre. Et donc, on voit des expériences assez puissantes, notamment avec une startup qu'on incube à Station F, qui s'appelle Wilkins Avenue. Eux, ils ont permis à des marques de L'Oréal, par exemple, quand on rentre dans un magasin avec son smartphone, d'embellir un peu l'expérience en magasin. Et donc, en fait, ils ramènent un peu plus au concret et à des choses que les marques recherchent, c'est-à-dire augmenter l'expérience en magasin sans que ce soit complètement un métaverse. On est quand même dans une expérience immersive un peu plus augmentée
mais on n'est pas encore totalement dans un métaverse au sens où certains l'entendent, probablement à tort ou à raison. Voilà. Super, très clair Mathieu, merci beaucoup. Je vais arrêter de partager l'écran. Bah écoutez, si dans l'audience, déjà, il y a des questions, moi j'en ai quelques-unes en tête, mais si dans l'audience, dans les participants, vous voulez poser vos questions, on va rentrer maintenant dans cette seconde phase. Merci encore, hein, Mathieu et Capucine, pour votre présentation hyper claire et qui répond, je pense, aussi à pas mal d'éléments, notamment, plutôt que de revenir, comme tu le disais, on a plutôt des sachants dans le groupe, donc c'est très, très pertinent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la parole du coup. Oui, moi j'avais juste une question concernant le. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, une question. Bonjour, c'est Philippe Rodriguez. J'ai juste une question concernant l'interopérabilité des devices, parce que en fait, vos plateformes vont être ouvertes sur des dispositifs de type casque et sur des dispositifs mobiles et sur des dispositifs de type PC et Mac, c'est super. Comment va se passer en fait l'accès à travers les différents dispositifs connus et à venir de type casque AR? Parce qu'il y a aussi une interopérabilité à ce niveau-là. On parle beaucoup d'interopérabilité sur les assets, et c'est ce dont tu as parlé d'ailleurs, et très, très justement, parce que c'est un point de focalisation. Et il y a aussi une interopérabilité beaucoup plus simple, en fait, simplement déjà du matériel que l'on peut utiliser et qui est très varié. Alors, sur la partie… Alors, je n'ai pas la réponse à ta question, pour être très honnête. Non, ce qui est logique, il y a même des dispositifs qu'on ne connaît pas encore. Donc, Non, c'est ça. Je pense qu'il y a des dispositifs qu'on ne connaît pas et je n'ai pas la réponse, en tout cas, à ce qu'on fait exactement. Les seules choses que, en tout cas, j'ai entendues chez nous, c'est que des choses comme Spark AR, qui permet évidemment de construire nos expériences de réalité augmentée, vont être accessibles et vont devenir une grande priorité dans nos casques de VR. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions sur ce sujet-là. Après, dans le détail, honnêtement, je préfère pas donner une réponse qui serait fausse ou partiellement fausse. Je ne sais pas si toi, Capucine, tu as plus d'éléments. Mais… Alors, sur la question précisément, je pense que d'abord, ça doit être assez technique comme réponse, donc je ne l'ai pas non plus, étant donné que je fais des affaires publiques. Par contre, ce que je peux dire et qui est vraiment un point, parce que l'interopérabilité, c'est le grand challenge, mais c'est quelque chose aussi qui doit être traité au niveau de l'industrie. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais donc il y a le Metaverse Standard Forum qu'on a participé, entre guillemets, à créer, qui a émergé il y a à peu près 1 an maintenant, qui rassemble beaucoup d'acteurs de l'écosystème, des grandes boîtes comme nous, mais même des Ikea, enfin d'autres boîtes d'autres secteurs, dont le but justement est aussi de définir des standards et des normes en matière d'interopérabilité, que ce soit en matière de qualité des contenus, en matière de device. Donc je sais que c'est des réflexions qui sont vraiment prises au niveau de l'industrie, parce que l'interopérabilité chez Meta, donc c'est une chose, mais aussi l'interopérabilité entre les différents métavers de toutes les autres entreprises, c'en est une autre. Et donc voilà, nous on est très actifs dans ces groupes de travail et dans voilà, le Metaverse Standard Forum. Donc d'ailleurs, j'encourage toutes vos entreprises aussi à le rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Autre question pour revenir sur ce qui avait été dit un peu sur le B2B et qui est du coup moins facile d'accès, on va dire, pour le grand public. Aujourd'hui, comment vous attaquez ce marché-là? Comment vous créez les expériences? Est-ce que c'est vraiment, je suis un acteur de l'industrie de la turbine, je t'appelle Mathieu en disant, bah là, il me faut créer l'applicatif ou il me faut créer mon centre de formation. Est-ce que vous avez des studios partenaires? Est-ce que c'est fait en interne? Comment ça se passe aujourd'hui, cette chaîne de valeur là sur le B2B? Alors aujourd'hui, cette chaîne de valeur, en fait, elle est un peu tripartite. C'est-à-dire que tu as d'un côté les grandes entreprises qui s'y intéressent et qui, parfois, quand on travaille avec elles au quotidien, vont passer par nous, mais pas que. On a chez nous, donc nous, les équipes, dans la manière dont elles travaillent, elles font du partenariat. C'est-à-dire qu'on a des entreprises comme Accenture ou Antilogie, qui est une entreprise, par exemple, française, qu'on utilise, nous, comme aussi bras armé pour la partie éducation et, entre guillemets, vente aussi des devices.
Et après, on s'appuie sur un écosystème d'ISV, on appelle ça, entre guillemets, les vendeurs qui créent les expériences potentielles. Et donc là, on est en train de construire depuis un an, je crois qu'il y en a déjà à peu près 500, non, un peu plus, peut-être entre 500 et 1000 sur notre site d'ISV Meta, qui sont en fait les personnes qui, entre guillemets, construisent les expériences. Et nous, notre rôle dans tout ça, c'est plutôt d'être un facilitateur aujourd'hui en disant, nous, on peut amener les casques, mais on ne peut pas aller pitcher, on n'a pas d'équipe sales qui vont aller pitcher l'intégralité des entreprises pour vendre des casques. En fait, on n'est pas une équipe B2B, on n'est pas, historiquement, on n'a jamais été d'ailleurs une boîte B2B, ce qui est d'ailleurs intéressant de voir parce qu'on prend un peu ce virage-là avec le casque. Mais donc, en fait, on utilise plutôt des resellers pour nous aider à démocratiser, parce qu'il y a quand même une grosse partie encore d'éducation, mais pour démocratiser les cas d'usage. Et ensuite, on les plug avec les bonnes personnes, qui sont les personnes qui sont capables de construire des expériences en fonction des différents sujets. En général, les ISV, les startups ou les entreprises qui proposent ça, elles sont assez spécialisées sur un thème ou sur un sujet. Et donc, elles sont devenues un petit peu expertes de le training de soft skills dans cet environnement-là. Et là, on est plutôt dans de la mise en relation, mais effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de valeur sur ça et on a beaucoup de matching. Ouais, très clair. Très clair. Sauf si quelqu'un d'autre a une question. Moi, j'avais une autre question qui est plutôt, encore une fois, c'est quasiment la même question, mais sur le B2C. C'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rappeler la vision sur les créateurs des expériences et comment vous allez enrichir la partie B2C sur, en fait, comment on utilise aujourd'hui les SDK proposés, les plateformes proposées pour qu'un créateur puisse se dire, je vais faire ma propre expérience ou je vais apporter mon app à l'édifice, quoi. Ok, alors sur ce point-là, c'est assez compliqué de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent construire chez nous, on les a focus et on a un gros focus sur les expériences de réalité mixte. Parce qu'on veut que quand notre futur casque sorte, il y ait des expériences qui soient qualitatives et qui apportent de la valeur pour les gens qui achèteront le casque, même du côté B2C. Donc, on a un focus sur trouver les studios et les boîtes qui sont capables de faire ça. Peut-être plus qu'il y a quelques semaines, mois, quand on était plutôt focus sur se dire qui sont les personnes qui vont pouvoir construire Horizon. Je pense que vous l'avez tous vu. Nous, notre World Horizon, comme disait Capucine, qui arrive sur Web, c'est une première étape. Aujourd'hui, on a un peu mis, entre guillemets, le haut là sur construire des expériences pour des marques. Parce que on pense probablement à raison que ce n'est pas encore tout à fait mature et que ce n'est pas encore tout à fait prêt et que l'effet PR étant passé, il ne faut surtout pas créer une expérience déceptive pour qui que ce soit, ni pour la marque, ni pour son client. Donc, du côté… mais ce qui est sûr, c'est que la construction d'une version 2, en tout cas de nos metaverses qui vont arriver, elles vont se baser sur, comme tu l'as dit, des créateurs, comme tout le monde. Si on prend une boîte comme Sandbox, elle s'appuie sur des gens qui créent les expériences pour eux. Et deux, évidemment, elles vont s'appuyer énormément, et je pense que là, on l'a tous en tête, sur ce que l'intelligence artificielle et le générative AI va pouvoir produire, puisque aujourd'hui, c'est quasiment, entre guillemets, impossible de construire une expérience si on n'est pas un designer dans n'importe quel metaverse, mais que demain, quand il suffira de prendre une photo ou de donner à la voix voilà ce que j'ai envie de faire, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont devenir, ça va déjà peut-être faire naître des vocations, et entre guillemets, le côté technique prendra peut-être moins le devant qu'aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, nous, dans nos plateformes aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un focus sur la réalité mixte. Et qu'évidemment, l'intelligence artificielle qu'on met, je le rappelle, et c'est important vraiment de le redire, principalement aujourd'hui, enfin même quasiment uniquement qui va servir vraiment à ce que notre plateforme marche bien pour nos clients qui font de la publicité. Mais évidemment, il y a beaucoup d'applications derrière qui vont arriver pour la construction du metaverse. Et là, on sait que l'AI va jouer un rôle quand même assez important. Ok, très clair. Et du coup, pour ces développeurs, juste pour remettre un peu en ordre le mapping le nom des plateformes, donc que ce soit Horizon, que ce soit Présence, est-ce que tu peux nous refaire un peu un mapping en fait alors peut-être que tu l'as pas en tête sur les plateformes pour les créateurs, sur le hardware, enfin voilà, pour remettre un peu le mapping de tout ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà. Non, je l'ai pas, pour être très honnête, je ne l'ai pas en tête.
l'ai pas en Ouais, il y tête. a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de C'était choses, et la je pense suite que de cette là, on va question. dans des trucs un peu détaillés, mais après, si tu veux, je pourrais faire un follow-up auprès de toi, et puis tu pourras partager avec les gens de MetaCircle. On pourra demander aux gens qui font ça sur la partie un peu plus dev, Mm. dev technique. On pourra vous donner les éléments. Moi, je ne les ai pas pour Ok. l'instant. Mais du coup, c'est intéressant de voir le shift vraiment sur la partie mixte, même dans le cas du B2C, en fait, finalement. Enfin, qui est vraiment, qui semblait être plus naturel, entre guillemets, pour le B2B, donc dans la vidéo que tu présentais, mais même dans le B2C, les applications vers lesquelles vous allez aller, c'est. Alors, je dis n'importe quoi, je suis un créateur, comme tu disais, j'ai ma photo, mon image de mon jardin, et puis je vais d'utiliser la Generative AI, ça va me faire ça va un peu m'exporter, ça va me faire mon monde augmenté. Et même à l'application B2C, c'est d'aller plus vers cette réalité mixte du coup. En tout cas, nos cas, ça va être une fonctionnalité qui va être mise très en avant. Ouais. Après, Ok. les cas d'usage, une fois de plus, je pense qu'ils vont se construire. On a quelques idées des grandes verticales qui vont être poussées, que je ne peux pas forcément donner là, mais une fois de plus, je pense que c'est l'usage qui fera qui va aussi driver un peu la direction, quoi. Et ça, je pense que c'est important c'est toujours quelque chose qu'on a fait, on va ajuster, et je pense qu'on continuera d'ajuster aussi dans les mois/années à venir, pour voir où est-ce qu'il y a de la valeur en fait pour les gens du côté B2C. Je pense que du côté B2B, elle est assez claire pour tout le monde. On gagne de l'argent, on diminue les coûts, enfin, c'est du business, quoi. Côté B2C, pourquoi quelqu'un vient dans un metaverse X ou Y, web, AR, VR, il va falloir encore le construire, quoi. Ah, très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience, écrites, vocales, j'ai pas vu, peut-être dans le chat. Alors, je vois une question de Anka. C'est lié à l'académie, je crois, d'inviter vos apprenants à l'académie chez Meta. Alors, je vois la question également. Créer un lien. Alors, la question, c'est avez-vous envisagé d'inviter vos apprenants de l'Académie du Métavers chez Meta, également créer un lien entre le programme d'apprenants et celui pour les startups? Alors, sur la première question, pour le moment, c'est pas prévu, tout simplement parce que les promotions sont toujours en cours. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de date. Peut-être qu'à la fin du cursus, on envisagera un événement, mais je vous avoue que pour le moment, c'est pas prévu. Et sur la deuxième question, non plus, je suis désolée, il n'y a pas de pont qui vont être créés entre les startups et les apprenants, en tout cas pas tout de suite, pour les mêmes raisons, parce que ces deux programmes sont toujours en cours. Donc, on réfléchira à tout ça une fois la fin, entre guillemets, de ces sessions et de ces promos, voilà, qui sera d'ici quelques mois. Super. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Oui, moi je veux bien. Stéphane Guéry, je n'arrive pas à mettre ma caméra. On me dit que c'est bloqué, mais c'est pas grave. Vous m'entendez, je pense. Donc à Vasplay, nous on essaie de développer des cas d'usage pour les marques, donc plutôt issus d'agences de communication. Donc, moi, je pense qu'on souffre encore du fait. C'est très bien que vous ayez cette initiative parce qu'on souffre du fait que comme vous êtes devenu un peu discret en communication externe sur le sujet du métaverse, beaucoup des marques, des annonceurs nous disent vous voyez, c'est bien la preuve que ça a fait pchit et que ça ne va pas décoller. Donc, nous, on continue à pousser, on y croit. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, on a acheté dans The Sandbox, on développe, on essaie de tester en tout cas des usages. Mais je trouve que… Ah, ça y est, ma caméra est venue. Je trouve ça bien que vous ayez ce type d'initiative, mais vous ne le faites pas encore trop à l'externe. Ça reste plutôt pour une cible assez proche. Vous laissez dire qu'en fait, ce n'est plus la priorité stratégique de Meta. On est entre nous. Hein, Non, c'est compliqué la communication chez nous. Je pense que là, on ne dévoile rien en disant que c'est compliqué pour un groupe comme le nôtre qui fait tous les jours la presse, parfois en bien, parfois en moins bien. Aujourd'hui, non, la priorité, c'est de dire que le metaverse, ça reste un enjeu prioritaire à moyen et long terme. Ça, c'est clair. Et Marc, il l'a redit, il le redira à chaque fois quand il prend la parole en public. Aujourd'hui, sur ce qu'on pousse, nous, dans la communication, effectivement, c'est pas de continuer à parler du metaverse. Et alors là, ça va être mon point de vue personnel. Il faut pas
pas le prendre pour un point de vue du groupe, mais je pense que c'est aussi, je pense qu'on a bénéficié, mais aussi pâti pas mal justement d'avoir peut-être un peu trop boosté le mot metaverse en se renommant bêta, etc. Ça a fait beaucoup de bruit et c'est très bien. Et ça a d'ailleurs bénéficié, je pense, à l'intégralité de l'écosystème parce que je pense que personne n'ira contre ça. On a dynamité un peu le truc. Je pense que maintenant, ce qu'on veut, c'est revenir avec des cas d'usage et avec des choses concrètes qui fonctionnent et peut-être moins avec des effets de PR. Et après, comme on l'a dit au début, nous, aujourd'hui, notre focus, c'est délivrer de la performance pour les gens qui nous utilisent et le business messaging. C'est clair et net, nos focus court, moyen terme, c'est ces deux-là. Et donc, mécaniquement, je pense que beaucoup de la communication qui va venir dans les semaines/mois à venir, elles vont être plutôt basées sur ces sujets-là que sur le metaverse. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que le jour où il y aura le nouveau casque à la fin de l'année et des cas d'usage qui vont émerger, évidemment, ça va refaire parler. Mais je pense qu'on est plutôt dans une période de dire construisons. Et puis, on en reparlera quand on aura des choses à montrer, peut-être un peu plus que juste parler du metaverse pour parler du metaverse. Parce qu'à l'inverse, je pense qu'on a aussi eu beaucoup de gens qui nous ont dit, bah ouais, vous en parlez, mais OK, ensuite, une fois que vous en avez parlé, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, quand on a le temps de leur expliquer, de leur montrer les cas d'usage, des gens qu'on sauve avec du metaverse, dans des cas, ils peuvent le comprendre. Mais le grand public, aujourd'hui, parfois, il a peut-être, d'ailleurs, à tort, trop associé le metaverse avec un monde où on ne va plus voir ses amis et on est dans Ready Player One. Ce qui n'est pas du tout, en tout cas, est-ce que ça aura lieu un jour? Enfin, je ne sais pas. De toute façon, il va falloir déjà au moins 15 ans de technologie. Et puis, je ne pense pas que c'est le sens du metaverse, en tout cas de demain. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Qui était à la fois la qualité et le défaut de la vidéo que vous avez diffusée. Je laisserai les gens juste libres de juger, effectivement, sur ça. Merci, Mathieu. Mathieu, j'avais une question parce que tu es passé un peu rapidement dessus. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. C'était la connexion que vous faisiez entre les assets que vous avez en intelligence artificielle, à la fois dans le développement, dans la recherche et développement, dans la recherche fondamentale. Donc, vous êtes un acteur incontournable du sujet. Et on sent bien en fait qu'il y a une connexion qui est en train de se faire autour du sujet métaverse entre blockchain, XR et intelligence artificielle, comme étant des sortes de sous-parties ou simplement peut-être des domaines connexes. Hein. Et on sent aussi qu'en termes de communication, intelligence artificielle, ça fonctionne extrêmement bien en ce moment. Donc, c'est peut-être une façon de parler différemment aussi du métaverse. Mais pour toi, c'est quoi aujourd'hui les ponts qui existent entre ces deux concepts? Sur le sujet de l'AI, c'est un peu compliqué, je pense, en ce moment, de vraiment te donner une réponse claire. Et en plus, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas forcément le droit de dire. Les seules choses que nous, les seules choses qu'on peut donner ici, c'est que l'année dernière, on a investi effectivement 32 milliards et je crois que ça va les chiffres, les estimations publiques, hein, c'est à peu près le même ordre d'idée pour cette année. Dans l'infrastructure de l'IA. L'IA, ça coûte extrêmement cher. Pour la faire simple, vous devez transformer ce qu'on appelle des CPU, donc dans un data center, des cartes graphiques par des GPU, qui sont des graphiques process unit. Et ça coûte extrêmement cher. Nous, l'investissement, il a été fait pour ça. Donc, littéralement, on enlève une carte CPU et on y remet une carte GPU qui permet de faire tourner des modèles d'IA beaucoup plus gros, beaucoup plus vite. C'est tout le sujet du computing aujourd'hui de l'IA. Et ça, aujourd'hui, nous, ça va nourrir l'intégralité des sujets d'intelligence artificielle chez nous, comme je le disais, dans une très, très, très large partie, pour que l'algorithme chez nous puisse vous proposer les bonnes ads au bon moment, notamment suite à tout ce qui s'est passé depuis 2 ans sur la perte des signaux. Hein. Je pense que tout le monde en a entendu parler et entre guillemets, les portes qui se sont fermées pour plein de raisons qui sont, enfin, c'est pas à moi de juger si c'était des bonnes raisons, mais en tout cas, plein de portes qui sont fermées qui fait que de manière générale, on a perdu des signaux, donc on a reconstruit une partie des signaux perdus et c'est en train de refonctionner puisque nos systèmes refonctionnent bien mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois et vont fonctionner bien mieux à la fin de l'année qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est
la première chose. Ensuite, pour répondre, même chez nous, je pense que vous avez peut-être vu les annonces il y a quelques jours, on a entre guillemets sorti l'équipe Generative AI. Donc, c'était des gens qui faisaient déjà du Generative AI depuis des années, mais on a construit une équipe de Generative AI qu'on a sorti et qu'on a mis directement sur la personne qui gère les plateformes pour nous, ça s'appelle Chris Cox. Donc ça a été une annonce publique. Et donc, tout ce sujet Generative AI, je pense, a pris un tournant, oui, que probablement personne n'avait vu venir depuis 6 mois avec OpenAI. Mais en tout cas, nous, c'est sûr, c'est que tous ces sujets d'IA, ils vont permettre de nourrir oui, la construction de futurs metaverse. C'est évident que ça va nourrir l'intégralité de tout ce qui est fait chez nous, puisque c'était déjà le cas et ça va continuer à l'être. Mais c'est juste des investissements qui sont colossaux et qui demandent du temps. Non, bien C'est sûr. une ressource compliquée. Ouais, je pense qu'en termes de business case, je ne suis pas sûr en fait que le public, et notamment le public B2B, voit encore très très bien le lien qui existe entre ces choses-là. Et je pense qu'on a besoin de montrer des cases et de montrer en fait, pas forcément soit des cases, soit effectivement du futur qui pourra exister bientôt. Mais montrer Ça, on voit quand même des premiers cas d'usage. Nous, par exemple, Ok, alors vas-y. Ouais, le premier cas, nous, simple, alors est-ce que c'est du métavers? Je ne sais pas, mais par exemple, nous, là, pour ceux qui ont vu la dernière pub de la 408 qui vient de sortir, si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. En gros, au début, on a un montage avec une voiture, on arrive un peu du ciel et voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été fait avec un iPhone et de la Generative AI. Donc, on prend des photos sur un parking un peu moisi un dimanche matin et ça fait la vidéo qui est aujourd'hui la pub de la 408 fait par un créateur qui utilise la Generative AI. C'est sûr que pour le domaine, en tout cas, du marketing, en B2B, alors là, oui, évidemment, le Generative AI va amener beaucoup de choses et il y a probablement quelques révolutions qui vont avoir lieu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ces gens qui sont des créateurs qui créent ce genre de choses s'intéressent un peu aussi à ce qui est un peu plus immersif, un peu plus 3D. Donc, tu vas avoir des ponts qui vont être faits aussi via probablement des créateurs qui aujourd'hui proposent des expériences pour des marques. Et ça, on voit quand même pas mal de cas d'usage émerger. Après, à ton point, effectivement, est-ce que les grandes entreprises voient les liens entre l'IA dans tous ces sujets-là? Non, je ne pense pas. Même nous, en tout cas moi, je ne les vois pas encore de manière claire. Donc, je pense que tout ça va se décanter. Ce qui est sûr, c'est que l'IA utile, entre guillemets, ou en tout cas compréhensible du grand public, elle a fait un saut quantique depuis quelques mois, ça c'est clair. C'est clair, c'est sûr. Il y a une dernière question de Guillaume sur les workrooms de Meta, sur les roadmaps, fonctionnalités. C'est vraiment une question sur le produit. Je pense que là, on revient dans le sujet B2B. Aujourd'hui, pour nous, c'est du B2B. C'est ce qui fonctionne entre guillemets, le mieux. Ça permet de faire une réunion qui est plus immersive. C'est une priorité pour nous puisque, comme je viens de le dire, c'est du B2B et notamment avec le casque. Donc, le workroom, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Je n'ai pas d'idée sur les nouvelles ou les fonctionnalités qui arrivent. Ça, je n'ai pas de vision, mais en tout cas, c'est un sujet, c'est notre sujet, en tout cas, future of work, si on peut dire, et réunion plus immersive. Super. Écoutez, on a atteint le temps imparti. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Benjamin, merci Philippe merci pour l'invitation. Et puis, à très vite. À très, très vite. Au revoir. Au revoir.